Salut tout le monde, c'est Mélissa Céramique. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire et l'origine des pâtes égyptiennes. La pâte égyptienne, c'est ceci. Mais avant que je vous en parle un peu plus, il faut que je vous raconte l'histoire et l'origine des pigments des pâtes égyptiennes. Les premières traces du bleu égyptien nous viendraient en fait de Mésopotamie, il y a plus de 3000 ans avant Jésus-Christ. C'est un pigment qu'on ne trouve pas dans la nature. Il a fallu un grand sens de l'observation, une pensée technologique et scientifique pour que ce pigment voie le jour. C'est le premier pigment de synthèse de l'histoire de l'humanité. C'est complètement fou, hein? Les bleus égyptiens sont composés de silice, de cuivre, d'argile et de carbonate de sodium. L'envie des Égyptiens, c'était de réussir à imiter la couleur de la pierre, le lapis lazuli. Pour réaliser le pigment des bleus égyptiens, ils devaient mélanger les matières premières, faire une cuisson à 980 degrés et ces cuissons pouvaient durer de 24 à 48 heures. Donc on est bien loin de ta tarte que tu mets au four pendant 30 minutes. Il leur fallait 1 à 2 jours de cuisson pour enfin obtenir le pigment de couleur bleue. Alors imaginez déjà pour l'époque, la personne qui a eu l'idée de mélanger du sable, de l'argile et du cuivre pour obtenir le pigment bleu qui imite le lapis lazuli. Alors le pigment obtenu après cuisson se rapporterait d'un point de vue chimique au cuprorivahite, je vous le mets par écrit parce qu'il est difficile à prononcer. C'est un pigment qui a été beaucoup utilisé en ancienne Égypte pour les fresques dans les temples égyptiens, pour la coloration de leurs émaux pour leurs vaisselles en céramique, et enfin, ce qui nous intéresse, pour la coloration des pâtes égyptiennes. Les pâtes égyptiennes sont des pâtes autoglaçurées, ce qui veut dire que les sels présents dans la matière durant le séchage vont faire une efflorescence et vont migrer en surface comme des petits poils. Et quand ces pièces on les met dans le four à la cuisson, ces sels vont fondre et vont venir s'allier à la silice, ce qui va nous créer un émail en surface et révéler la couleur du bleu égyptien. Et c'est ce qu'on appelle l'auto-émaillage. C'est génial, c'est une terre qui s'auto-émaille, on adore ça. Par contre, la deuxième particularité des terres égyptiennes, c'est qu'elles ne sont vraiment pas plastiques. Alors, pour t'expliquer un peu, quand on dit d'une matière qu'elle n'est pas plastique, ça veut dire que quand on lui donne une forme, elle la garde difficilement. L'intérêt d'une terre argileuse, c'est qu'elle a des feuillets qui la composent, qui font qu'elle garde cette plasticité. C'est l'eau qui tient ces feuillets, et ce qui fait que quand on lui donne une forme, elle la garde. Un peu comme de la pâte à modeler. C'est ça qu'on appelle des terres argileuses. En opposition, il existe les terres arables, qui sont les terres de vos potagers. Ces terres ne sont pas argileuses et n'ont pas de plasticité. Et quand tu essayes de les modeler et de leur donner une forme, ça fait pfff, ça retombe par terre, il n'y a pas de cohésion, ça ne tient pas. Et du coup, la pâte égyptienne est très peu plastique. En général, les pâtes égyptiennes s'utilisent toujours par estampage dans des moules. Il y a environ 8 heures de cuisson et autant d'heures pour le refroidissement pour obtenir une pâte égyptienne. Les cuissons des pâtes égyptiennes sont des cuissons oxydantes. Il faut savoir qu'en céramique, on a des cuissons oxydantes et des cuissons en réduction. Quelle est la différence? Une cuisson oxydante, c'est une cuisson au four électrique, dans laquelle on va laisser l'apport oxygène naturel de l'air ambiant. Alors qu'une cuisson réduction se fait dans un four à gaz. L'idée, c'est qu'à une certaine température, on va couper l'arrivée d'oxygène et pour brûler, le monoxyde de carbone en excès va aller chercher l'oxygène contenu dans les oxydes du tesson et de l'émail pour se stabiliser en CO2. Ce qui va avoir un impact sur la composition moléculaire des céramiques. Par exemple, l'oxyde de cuivre en cuisson oxydante a une couleur turquoise, alors qu'en cuisson réduction, il devient rouge. Et tout ça parce qu'il y a eu une transformation moléculaire au niveau de la cuisson. Bref, pour les pâtes égyptiennes, nous réalisons une cuisson en oxydation. À l'époque, les objets réalisés en pâte égyptienne étaient principalement des amulettes, des perles ou des petits objets. Je suis très attachée aux pâtes égyptiennes et à chaque fois que je vais visiter des musées et que j'en vois en exposition, je suis totalement fascinée par les objets que je vois. Là, vous avez l'exemple d'une pièce que j'ai réalisée pendant mes études, et ça, c'en est une autre que j'ai réalisée récemment à l'atelier. Et moi, je vois déjà comment je galère à réaliser des pièces qui ne s'effritent pas et qui ne se cassent pas, et avoir une cohésion dans la forme de mes objets. Du coup, je suis hyper impressionnée de me dire que, à l'origine, ce pigment, c'était le premier pigment de l'histoire de l'humanité et qu'il y a plus de 4600 ans, les Égyptiens arrivaient à réaliser des objets juste incroyables en pâte égyptienne.
Bon alors je suis quand même fière des résultats que j'ai obtenus en pâte égyptienne. C'était mon petit moment d'histoire et de technologie céramique. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre en commentaire. Et parce que le sujet est très vaste et j'aurais pu aller vachement plus loin dans la recherche technologique. Moi en tout cas ça m'a fait très plaisir de juste vous raconter l'histoire de ce pigment et des pâtes égyptiennes. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne en n'oubliant pas d'activer la petite cloche. C'était Mélissa Céramique pour l'histoire de la céramique. Ciao ciao!